Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur le temps est faux? Pas partiellement faux, pas légèrement inexact, complètement, fondamentalement, radicalement faux. Chaque seconde que vous pensez vivre en ce moment, chaque battement de votre cœur que vous sentez pulser dans votre poitrine, chaque souffle que vous prenez en regardant cette vidéo, tout cela vous donne l'impression que le temps s'écoule, qu'il avance inexorablement du passé vers le futur, comme une rivière qui coule vers l'océan. Mais imaginez un instant que cette rivière n'existe pas. Imaginez que le temps ne coule pas du tout. Imaginez que le passé, le présent et le futur existent tous en même temps, simultanément, figés dans le tissu même de la réalité, comme les images d'une pellicule de film. Chaque image est là. Votre naissance, votre premier mot, votre premier jour d'école, ce moment précis où vous lisez ces mots. Et oui, même votre dernier souffle. Tout est déjà là. Tout existe déjà. Et ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. Ce n'est pas une théorie marginale défendue par quelques excentriques dans un laboratoire poussiéreux. C'est ce que les équations de la physique moderne nous disent depuis plus d'un siècle. C'est ce que certains des plus grands esprits scientifiques de notre époque, des lauréats du prix Nobel, des physiciens de renommée mondiale, affirment avec une conviction croissante. Le temps ne coule pas. Il est, tout simplement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez que c'est absurde. Vous pensez que vous pouvez sentir le temps passer. Vous regardez l'horloge et vous voyez les secondes défiler. Vous vous souvenez d'hier et vous ne savez pas ce qui se passera demain. Comment quelqu'un peut-il sérieusement affirmer que le temps ne s'écoule pas alors que chaque fibre de votre être vous dit le contraire? Et c'est exactement là que réside le mystère. C'est exactement là que commence notre voyage. Parce que la physique a l'habitude de nous montrer que nos intuitions les plus profondes, nos certitudes les plus ancrées, sont parfois les illusions les plus tenaces. La Terre a l'air plate, mais elle est ronde. Le sol, sous vos pieds, semble immobile, mais nous filons à travers l'espace à des centaines de milliers de kilomètres par heure. La matière semble solide, mais elle est principalement constituée de vide. Et le temps semble couler. Mais peut-être que cette sensation est la plus grande illusion de toutes. Avant que nous plongions dans ce gouffre vertigineux, laissez-moi vous donner quelques faits qui vont immédiatement secouer vos certitudes. Premier fait, en ce moment même, pendant que vous êtes assis ou debout en train de regarder cette vidéo, votre tête vieillit plus vite que vos pieds. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une façon de parler. C'est un fait mesurable, vérifié expérimentalement, avec des horloges atomiques d'une précision inimaginable. La différence est infinitésimale à l'échelle humaine, mais elle est réelle. Le temps ne s'écoule pas à la même vitesse partout. Il ralentit près des objets massifs, là où la gravité est plus forte. Vos pieds, étant plus proches du centre de la Terre, subissent une gravité légèrement plus forte que votre tête. Donc, le temps passe légèrement plus lentement pour vos pieds que pour votre tête. Votre tête vieillit littéralement plus vite. C'est la relativité générale d'Einstein en action. Et ce n'est que le début. Deuxième fait, si vous pouviez vous approcher d'un trou noir et revenir, des minutes pour vous correspondraient à des années, voire des décennies, voire des siècles pour le reste de l'univers.
Le film Interstellar a rendu cette idée célèbre, mais ce n'est pas de la fiction hollywoodienne, c'est de la physique pure et dure, confirmée par des décennies d'expérience et d'observation. Le temps n'est pas absolu, il est élastique, il se plie, il se déforme, il se dilate, et cette flexibilité du temps n'est pas une curiosité scientifique marginale. C'est le fondement même de la technologie GPS dans votre téléphone. Sans les corrections relativistes, votre GPS serait décalé de plusieurs kilomètres chaque jour. Troisième fait. En 1908, un mathématicien nommé Hermann Minkowski, qui avait été le professeur d'Einstein, a fait une déclaration qui allait changer pour toujours notre compréhension de la réalité. Il a dit, et je cite, que désormais l'espace par lui-même et le temps par lui-même sont condamnés à s'évanouir comme de simples ombres, et que seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. L'espace et le temps ne sont pas deux choses séparées. Ils forment une seule entité appelée l'espace-temps. Et dans cet espace-temps, le passé, le présent et le futur coexistent de la même manière que le nord, le sud, l'est et l'ouest coexistent dans l'espace. Vous ne diriez pas que le nord est plus réel que le sud. De la même façon, peut-être que le passé n'est pas moins réel que le présent. Et voici le fait le plus dérangeant de tous. L'une des équations les plus fondamentales de la physique théorique, l'équation de Wheeler-DeWitt, qui est censée décrire la mécanique quantique de l'univers entier, ne contient aucune variable temporelle. Le temps n'apparaît tout simplement pas dans cette équation. C'est comme si l'univers, à son niveau le plus fondamental, ne savait pas ce qu'est le temps. Comme si le temps était quelque chose que nous, observateurs limités, surimposons sur une réalité qui existe en dehors du temps. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés de l'idée confortable et rassurante que le temps coule comme une rivière, à cette vision vertigineuse où tout le temps existe simultanément? Pour comprendre cela, nous devons remonter le cours de l'histoire, pas le cours du temps puisqu'il ne coule pas, et examiner comment notre compréhension du temps a évolué au fil des siècles. Et croyez-moi, cette histoire est aussi fascinante que sa conclusion. Commençons par le commencement, ou plutôt par ce que les humains ont toujours cru à propos du temps. Depuis l'aube de la civilisation, les êtres humains ont expérimenté le temps comme un flux. Le soleil se lève, traverse le ciel et se couche. Les saisons se succèdent. Les enfants grandissent, vieillissent et meurent. Et tout dans notre expérience quotidienne renforce l'idée que le temps est une rivière qui nous emporte du passé vers le futur. Les anciennes civilisations ont construit des calendriers, des cadrans solaires, des clepsydres, tous basés sur cette intuition fondamentale que le temps s'écoule de manière régulière et prévisible. Les Égyptiens mesuraient le temps avec l'eau qui s'écoulait d'un récipient. Les Grecs philosophaient sur la nature du temps. Héraclite disait que tout coule, panta rei, que vous ne pouvez pas vous baigner deux fois dans la même rivière, parce que la rivière a changé et vous avez changé. Le temps, pour lui, était le changement lui-même, le flux perpétuel de la réalité. Mais même dans l'Antiquité, certains esprits brillants ont commencé à soupçonner que le temps était plus mystérieux qu'il n'y paraissait. Parménide, un philosophe grec du 5e siècle avant notre ère, a soutenu que le changement était une illusion et que la réalité était fondamentalement immobile et éternelle. Pour Parménide, le mouvement et le changement n'étaient que des apparences trompeuses.
La vraie réalité, l'être, était une sphère parfaite, immobile, inchangée, éternelle. C'était une idée radicale qui a été largement rejetée en faveur de la vision d'Héraclite, mais avec le recul, Parménide était peut-être plus proche de la vérité que quiconque ne l'aurait imaginé. Et puis, il y a eu saint Augustin, l'un des penseurs les plus profonds de l'histoire humaine. Au IVe siècle de notre ère, dans ses Confessions, Augustin a écrit une phrase qui résonne encore aujourd'hui avec une pertinence troublante. Il a dit « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. » Cette confession d'ignorance est peut-être la chose la plus honnête jamais dite sur le temps. Nous vivons dans le temps. Nous sentons le temps. Nous mesurons le temps. Mais quand nous essayons de dire ce qu'est réellement le temps, les mots nous échappent. Augustin a également fait une observation remarquable. Il a noté que le passé n'existe plus, que le futur n'existe pas encore, et que le présent, s'il existait toujours, ne serait pas le temps, mais l'éternité. Si le présent, pour être du temps, doit passer dans le passé, comment pouvons-nous dire qu'il existe, puisque sa raison d'être est de cesser d'être? Autrement dit, le temps ne peut exister que parce qu'il tend vers le néant. C'est une réflexion d'une profondeur vertigineuse, et elle préfigure de manière étonnante certaines des conclusions de la physique moderne. Mais pendant des siècles, ces questionnements philosophiques sont restés dans le domaine de la spéculation abstraite. La science, elle, avait besoin d'un cadre pratique pour décrire le mouvement et le changement. Et c'est Isaac Newton qui a fourni ce cadre. En 1687, Newton a publié ses Principia Mathematica, l'un des ouvrages scientifiques les plus importants jamais écrits. Dans ce livre, Newton a posé les fondations de la mécanique classique et, ce faisant, il a codifié une vision du temps qui allait dominer la pensée scientifique pendant plus de 2 siècles. Pour Newton, le temps était absolu. Il a écrit, et je traduis, que le temps absolu, vrai et mathématique, en lui-même et de sa propre nature, coule de manière égale, sans relation avec quoi que ce soit d'extérieur. C'est une déclaration d'une clarté cristalline. Le temps, selon Newton, est comme un grand fleuve cosmique qui coule uniformément, imperturbablement, indépendamment de tout ce qui se passe dans l'univers. Que l'univers soit vide ou plein, que des étoiles naissent ou meurent, que des civilisations s'élèvent ou s'effondrent, le temps continue de couler au même rythme, partout, pour tout le monde, sans exception. Cette vision du temps était extraordinairement pratique. Elle permettait de calculer les orbites des planètes, de prédire les éclipses, de comprendre le mouvement des projectiles et la chute des corps. La mécanique newtonienne a fonctionné merveilleusement bien pendant plus de 200 ans. Elle a permis de construire des ponts, de naviguer sur les océans, de lancer des boulets de canon avec précision. Et pendant tout ce temps, personne n'a sérieusement remis en question l'hypothèse fondamentale de Newton sur le temps. Le temps coulait, c'était évident. C'était mesuré par des horloges qui, partout dans le monde, semblaient s'accorder. Une seconde à Londres était la même qu'une seconde à Tokyo. 1 heure au sommet d'une montagne était la même qu'1 heure au fond d'une vallée. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Mais, dans les coulisses de cette certitude confortable, quelques philosophes continuaient de poser des questions dérangeantes. Au XVIIIe siècle, le philosophe allemand Emmanuel Kant a proposé une idée révolutionnaire. Pour Kant, le temps n'était pas une propriété de la réalité extérieure. Le temps était une structure de l'esprit humain,
une sorte de lunette à travers laquelle nous percevons le monde. Nous ne percevons pas le temps parce qu'il existe dans le monde. Le monde nous apparaît temporel parce que notre esprit est construit pour percevoir les choses de manière temporelle. C'est comme si vous portiez des lunettes jaunes et que vous pensiez que le monde entier est jaune. Le jaune n'est pas dans le monde, il est dans vos lunettes. De même, selon Kant, le temps n'est pas dans le monde, il est dans la structure même de notre cognition. Et puis, en 1908, le philosophe britannique John McTaggart a publié un article qui allait secouer le monde philosophique. Cet article s'intitulait simplement « L'irréalité du temps ». McTaggart a présenté un argument logique sophistiqué pour montrer que le temps, tel que nous le concevons habituellement, est contradictoire et ne peut donc pas être réel. Son argument reposait sur une distinction entre deux manières de décrire les événements dans le temps. La première, qu'il appelait la série A, décrit les événements comme passé, présent ou futur. La bataille de Waterloo est passée. Ce moment est présent. Le lever du soleil de demain est futur. La seconde, qu'il appelait la série B, décrit les événements comme étant avant ou après d'autres événements. La bataille de Waterloo est avant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est avant la Seconde Guerre mondiale. McTaggart a argumenté que la série A est essentielle à notre notion de temps, car c'est elle qui capture le changement et le flux. Mais il a ensuite montré que la série A est contradictoire, car chaque événement doit posséder les trois propriétés, être passé, présent et futur, et ces propriétés sont mutuellement incompatibles. Donc le temps, tel que nous le comprenons, ne peut pas être réel. C'était un argument audacieux, et il a été débattu avec passion pendant plus d'un siècle. Mais ce qui est remarquable, c'est que la physique allait bientôt fournir ses propres raisons de douter de la réalité du temps tel que nous le percevons. Si vous êtes encore avec moi à ce stade, c'est que vous êtes exactement le genre de personne qui devrait être abonné à cette chaîne. Parce que nous sommes sur le point d'entrer dans la partie de cette histoire qui va véritablement faire vaciller vos certitudes. Nous sommes sur le point de parler d'Albert Einstein. Et ce qu'Einstein a découvert sur le temps est si radical, si profondément dérangeant que même Einstein lui-même a eu du mal à en accepter toutes les conséquences. Alors, mettez un like sur cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez jusqu'ici et préparez-vous parce que ce qui vient va changer votre manière de voir le monde pour toujours. Nous sommes en 1905. Un jeune homme de 26 ans travaille comme employé au bureau des brevets de Berne, en Suisse. Il n'est pas professeur. Il n'a pas de laboratoire. Il n'a pas de financement de recherche. Il évalue des demandes de brevets pour des inventions, souvent banales, parfois ingénieuses. Mais dans son temps libre, ce jeune homme pense. Il pense beaucoup. Il pense à la lumière, à la vitesse, au mouvement et au temps. Et cette année-là, cet employé de bureau va publier 4 articles scientifiques qui vont révolutionner la physique. On appellera 1905 son annus mirabilis, son année miraculeuse. L'un de ces articles posera les fondations de la mécanique quantique. Un autre démontrera l'existence des atomes. Un troisième établira l'équivalence de la masse et de l'énergie, la célèbre équation E égale mc². Mais c'est le 4e article qui nous intéresse ici. C'est l'article sur la relativité restreinte. Et c'est dans cet article qu'Albert Einstein a porté le premier coup dévastateur à notre compréhension intuitive du temps. Pour comprendre ce qu'Einstein a fait,
il faut d'abord comprendre le problème auquel il était confronté. À la fin du XIXe siècle, la physique était en crise, même si la plupart des physiciens ne le réalisaient pas encore. D'un côté, il y avait la mécanique de Newton, qui décrivait magnifiquement le mouvement des objets, des pommes qui tombent aux planètes qui orbitent. De l'autre côté, il y avait les équations de Maxwell, qui décrivaient avec une élégance mathématique remarquable le comportement de la lumière et des ondes électromagnétiques. Le problème était que ces deux théories ne s'accordaient pas sur un point crucial. Les équations de Maxwell prédisaient que la lumière voyageait toujours à la même vitesse, environ 300 000 km par seconde, indépendamment du mouvement de la source ou de l'observateur. Mais selon la mécanique de Newton, les vitesses devaient s'additionner. Si vous êtes dans un train qui roule à 100 km à l'heure et que vous lancez une balle à 50 km à l'heure dans la direction du mouvement, la balle se déplace à 150 km à l'heure par rapport au sol. Logique, intuitif. Mais si vous allumez une lampe torche dans ce même train, la lumière devrait se déplacer à la vitesse de la lumière plus la vitesse du train, non. Selon Newton, oui. Selon Maxwell, non. La lumière se déplace toujours à la même vitesse. Point final. En 1887, deux physiciens américains, Albert Michelson et Edward Morley, ont réalisé une expérience célèbre pour résoudre ce paradoxe. Ils ont essayé de détecter le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, ce milieu hypothétique dans lequel on pensait que la lumière se propageait, un peu comme le son se propage dans l'air. L'idée était simple. Si la Terre se déplace à travers l'éther, alors la vitesse de la lumière devrait être légèrement différente selon que la lumière se déplace dans la direction du mouvement de la Terre ou perpendiculairement à celui-ci. C'est comme nager dans une rivière. Nager avec le courant est plus facile que nager contre le courant. Michelson et Morley ont construit un interféromètre d'une précision extraordinaire pour détecter cette différence. Et ils n'ont rien trouvé. Absolument rien. La vitesse de la lumière était exactement la même dans toutes les directions. L'éther n'existait pas. Et la vitesse de la lumière était constante, immuable, indépendante du mouvement de l'observateur. C'est ce résultat troublant qui a hanté Einstein pendant des années. Et c'est en réfléchissant à ce problème qu'il a eu son idée la plus géniale et la plus simple. Au lieu de chercher à sauver la mécanique de Newton, Einstein a pris le résultat de Michelson-Morley au pied de la lettre. Il a dit « D'accord, la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs. C'est un principe fondamental de la nature. » Et à partir de ce simple postulat, combiné avec le principe que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, Einstein a déduit des conséquences qui allaient bouleverser notre compréhension de l'espace et du temps. La première conséquence, et la plus pertinente pour notre discussion, est la dilatation du temps. Imaginez une horloge très simple. C'est une horloge lumineuse. Elle fonctionne en envoyant un photon, un grain de lumière, d'un miroir en bas à un miroir en haut, puis de nouveau en bas, et ainsi de suite. Chaque aller-retour du photon représente un tic de l'horloge. Maintenant, imaginez que cette horloge est à bord d'un vaisseau spatial qui passe devant vous à grande vitesse. Que voyez-vous? Que vous voyez le photon monter et descendre, mais comme l'horloge se déplace latéralement, le photon trace un chemin en zigzag, comme la lettre V inversée, encore et encore. Ce chemin en zigzag est plus long que le simple aller-retour vertical.
Mais la vitesse de la lumière est constante. Le photon ne peut pas aller plus vite pour compenser le chemin plus long. Donc, que se passe-t-il? Le photon met plus de temps à faire l'aller-retour. L'horloge en mouvement tique plus lentement. Le temps ralentit pour l'horloge en mouvement. Et ce n'est pas seulement l'horloge qui ralentit. C'est tout. Tout processus physique à bord du vaisseau ralentit. Les réactions chimiques ralentissent. Les processus biologiques ralentissent. Le vieillissement ralentit. Si votre jumeau monte à bord de ce vaisseau et voyage à une vitesse proche de celle de la lumière pendant ce qui vous semble être 10 ans, quand il revient, il pourrait n'avoir vieilli que d'1 an. Vous avez 10 ans de plus. Il n'a qu'1 an de plus. C'est le célèbre paradoxe des jumeaux. Et ce n'est pas un paradoxe au sens d'une contradiction. C'est un paradoxe au sens d'un résultat profondément contre-intuitif, mais parfaitement cohérent. Et ce n'est pas de la théorie abstraite. C'est un fait expérimental, vérifié des centaines de fois. Prenez les muons, ces particules subatomiques créées lorsque les rayons cosmiques frappent la haute atmosphère terrestre. Les muons sont instables. Ils ont une durée de vie d'environ 2 microsecondes. À leur vitesse qui est proche de celle de la lumière, ils ne devraient parcourir qu'environ 600 mètres avant de se désintégrer. Mais la haute atmosphère est à des dizaines de kilomètres d'altitude. Les muons ne devraient jamais atteindre la surface de la Terre. Et pourtant, nous les détectons en abondance au niveau du sol. Pourquoi ? Parce que les muons voyagent si vite que le temps est dilaté pour eux. Leurs 2 microsecondes de durée de vie, mesurées dans leur propre référentiel, correspondent à beaucoup plus de temps dans notre référentiel. Le temps ralentit pour les muons et c'est ce qui leur permet d'atteindre la surface terrestre. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une spéculation. C'est un fait mesuré, quantifié, vérifié expérimentalement avec une précision extraordinaire. Mais la dilatation du temps n'est que le début. Il y a une conséquence encore plus profonde et plus troublante de la relativité restreinte. C'est la relativité de la simultanéité. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment vertigineuses. Einstein nous a montré que 2 événements qui sont simultanés pour un observateur ne sont pas nécessairement simultanés pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier. Laissez-moi vous expliquer cela avec une expérience de pensée. Imaginez un train très long qui passe devant vous à grande vitesse. Au milieu du train, quelqu'un allume un flash lumineux. La lumière se propage dans les 2 directions, vers l'avant et vers l'arrière du train. Du point de vue de la personne à bord du train, la lumière atteint l'avant et l'arrière du train au même moment, puisqu'elle est au milieu et que la lumière voyage à la même vitesse dans les 2 directions. Les 2 événements, lumière atteint l'avant et lumière atteint l'arrière, sont simultanés pour le passager du train. Mais du point de vue de vous, qui regardez le train passer, les choses sont différentes. Pendant que la lumière se propage vers l'arrière du train se déplace vers la lumière. Et pendant que la lumière se propage vers l'avant du train s'éloigne de la lumière. Puisque la vitesse de la lumière est constante et ne dépend pas du mouvement du train, la lumière atteint l'arrière du train avant d'atteindre l'avant du train. Les 2 événements ne sont pas simultanés pour vous. L'arrière reçoit la lumière en premier. Et voici le point crucial. Qui a raison ? Le passager du train pour qui les événements sont simultanés, ou vous pour qui ils ne le sont pas ? La réponse d'Einstein est que les 2 ont raison.
Il n'y a pas de réponse universellement correcte à la question de savoir si deux événements éloignés sont simultanés ou non. La simultanéité est relative. Elle dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si la simultanéité est relative, alors le présent est relatif. Votre maintenant n'est pas mon maintenant si nous sommes en mouvement, l'un par rapport à l'autre. Il n'y a pas de moment présent universel partagé par tout l'univers. Chaque observateur a son propre maintenant, et ces maintenant ne coïncident pas nécessairement. Ce n'est pas un artefact du temps de transmission des signaux ou un effet d'optique. C'est une propriété fondamentale de la réalité. Et c'est là que Hermann Minkowski entre en scène. Minkowski était un mathématicien brillant qui avait été le professeur d'Einstein à Zurich. En 1908, 3 ans après la publication de la relativité restreinte, Minkowski a eu une intuition géniale. Il a réalisé que la relativité restreinte devenait beaucoup plus claire et plus élégante si on cessait de penser à l'espace et au temps comme deux entités séparées et si on les fusionnait en une seule entité à 4 dimensions, qu'il a appelée l'espace-temps. Dans cette vision, chaque événement dans l'univers est un point dans l'espace-temps, caractérisé par 4 coordonnées, 3 d'espace et 1 de temps. Et la trajectoire d'un objet à travers l'espace-temps n'est pas un mouvement, c'est une ligne statique, une courbe fixe dans cet espace à 4 dimensions. Minkowski a appelé ces lignes des lignes d'univers. Votre vie entière, de votre naissance à votre mort, est une ligne d'univers dans l'espace-temps. Et cette ligne existe dans sa totalité. Elle ne se construit pas progressivement au fur et à mesure que vous vivez votre vie. Elle est là, entière, dans l'espace-temps. C'est lors d'une conférence, en 1908, que Minkowski a prononcé ces mots célèbres. Désormais, l'espace par lui-même et le temps par lui-même sont condamnés à s'évanouir comme de simples ombres, et seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. Ces mots ont marqué la naissance d'une vision radicalement nouvelle de la réalité. L'espace-temps n'est pas un décor dans lequel les choses se passent. L'espace-temps est la réalité elle-même. Et dans cette réalité, le temps ne coule pas. Il est simplement une dimension, comme la hauteur, la largeur et la profondeur. Vous ne diriez pas que la hauteur coule. De la même manière, le temps ne coule pas non plus. Einstein lui-même a d'abord été sceptique face à la reformulation mathématique de Minkowski. Il l'a qualifiée de sophistication mathématique superflue. Mais il a rapidement changé d'avis lorsqu'il a réalisé que cette vision géométrique de l'espace-temps était exactement ce dont il avait besoin pour développer sa théorie suivante, celle qui allait achever de détruire notre compréhension naïve du temps. Cette théorie, c'est la relativité générale, et elle est peut-être la plus belle théorie jamais conçue par l'esprit humain. Nous sommes en 1915. 10 ans se sont écoulés depuis l'annus mirabilis d'Einstein. Pendant ces 10 ans, Einstein a lutté avec un problème titanesque. La relativité restreinte décrivait parfaitement l'espace-temps en l'absence de gravité. Mais notre univers est rempli de gravité. Les étoiles, les planètes, les galaxies, tout exerce une attraction gravitationnelle. Comment la gravité s'intègre-t-elle dans le cadre de l'espace-temps? La réponse d'Einstein est d'une beauté à couper le souffle. La gravité n'est pas une force. La gravité est la courbure de l'espace-temps. Les objets massifs déforment l'espace-temps autour d'eux et les autres objets se déplacent le long des courbes de cet espace-temps déformé. Imaginez une bille posée sur un trampoline. La bille
crée une dépression dans le tissu du trampoline. Si vous faites rouler une autre bille à proximité, elle ne roule pas en ligne droite. Elle suit la courbure du trampoline et semble être attirée vers la première bille. C'est exactement ce que fait la gravité avec l'espace-temps. La Terre ne tourne pas autour du Soleil parce qu'une force invisible l'attire. La Terre suit la courbure de l'espace-temps créé par la masse du Soleil. Elle suit la ligne la plus droite possible dans un espace-temps courbe. Et voici ce qui est crucial pour notre discussion sur le temps. Quand l'espace-temps est courbé par la masse, ce n'est pas seulement l'espace qui est affecté, le temps aussi. La gravité ralentit le temps. Plus la gravité est forte, plus le temps passe lentement. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Près d'un objet très massif, comme une étoile à neutrons ou un trou noir, le temps s'écoule significativement plus lentement que loin de cet objet. Et cette prédiction a été vérifiée expérimentalement avec une précision remarquable. En 1959, les physiciens Robert Pound et Glenn Repka ont réalisé une expérience à l'université Harvard. Ils ont mesuré la fréquence de photons gamma émis du sous-sol d'une tour et détecté au sommet une distance de seulement 22 mètres. Ils ont trouvé que la fréquence des photons avait très légèrement changé, exactement comme le prédisait la relativité générale. Les photons, en s'éloignant de la source de gravité, subissaient un décalage vers le rouge gravitationnel. Le temps au sous-sol s'écoulait très légèrement plus lentement qu'au sommet de la tour. En 1971, les physiciens Joseph Haffel et Richard Keating ont réalisé une expérience encore plus spectaculaire. Ils ont embarqué des horloges atomiques au césium à bord d'avions commerciaux et les ont fait voler autour du monde, d'abord vers l'est, puis vers l'ouest. Quand ils ont comparé ces horloges volantes avec des horloges restées au sol, ils ont trouvé des différences exactement conformes aux prédictions combinées de la relativité restreinte qui prédit un ralentissement dû à la vitesse et de la relativité générale qui prédit une accélération due à l'altitude plus élevée et donc à la gravité plus faible. Le temps avait littéralement passé à des rythmes différents pour les horloges en vol et les horloges au sol. Aujourd'hui, la preuve la plus quotidienne et la plus pratique de la dilatation du temps est le système GPS, le Global Positioning System. Les satellites GPS orbitent à environ 20 000 km d'altitude et se déplacent à environ 14 000 km à l'heure. La relativité restreinte prédit que leurs horloges atomiques devraient retarder d'environ 7 microsecondes par jour à cause de leur vitesse. La relativité générale prédit que leurs horloges devraient avancer d'environ 45 microsecondes par jour à cause de la gravité plus faible à leur altitude. L'effet net est un avancement d'environ 38 microsecondes par jour. Cela peut sembler insignifiant, mais sans correction, cette erreur s'accumulerait et votre position GPS serait décalée d'environ 10 km par jour. Chaque fois que vous utilisez le GPS sur votre téléphone, vous bénéficiez d'une correction relativiste. La relativité n'est pas une abstraction académique. Elle est intégrée dans la technologie que vous utilisez quotidiennement et les expériences deviennent de plus en plus précises. En 2010, des physiciens du NIST, le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, ont utilisé des horloges optiques d'une précision fabuleuse pour mesurer la dilatation gravitationnelle du temps sur une différence d'altitude de seulement 33 cm.
33 cm, la hauteur d'un tabouret. Et ils ont pu mesurer une différence dans l'écoulement du temps. Et plus récemment, des expériences ont montré qu'il est possible de détecter des différences de temps sur des distances encore plus petites, approchant le millimètre. Le temps ne s'écoule vraiment pas au même rythme partout. Le temps est local, le temps est personnel. Votre tête vieillit très légèrement plus vite que vos pieds. C'est un fait. Maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ce que tout cela signifie collectivement. La relativité restreinte nous dit que le temps ralentit avec la vitesse. La relativité générale nous dit que le temps ralentit avec la gravité. La relativité de la simultanéité nous dit qu'il n'y a pas de présent universel. L'espace-temps de Minkowski nous dit que le temps est une dimension, pas un flux. Mettez tout cela ensemble et vous obtenez une image de la réalité qui est radicalement différente de notre expérience quotidienne. Vous obtenez ce que les physiciens appellent l'univers bloc. L'univers bloc. Le block universe, c'est peut-être l'idée la plus profonde et la plus dérangeante de toute la physique, et c'est le cœur de notre sujet aujourd'hui. Alors prenez une grande inspiration, parce que ce qui suit va demander que vous mettiez de côté toutes vos intuitions sur la nature du temps et que vous laissiez la physique vous guider vers une vision de la réalité qui est à la fois terrifiante et magnifique. Imaginez que vous tenez un livre entre vos mains. Ce livre contient l'histoire complète de l'univers, du Big Bang à la dernière étoile, qui s'éteindra dans des milliards d'années. Chaque page du livre représente un instant dans le temps. La première page est le Big Bang. La dernière page est la fin de l'univers. Et chaque page intermédiaire contient une description complète de l'état de l'univers à cet instant précis, la position de chaque particule, l'état de chaque étoile, la configuration de chaque grain de sable. Maintenant, la question est la suivante. Toutes les pages de ce livre existent-elles en même temps ou les pages n'apparaissent-elles qu'une par une au fur et à mesure que le temps s'écoule? Notre intuition nous dit que les pages apparaissent une par une. Le passé est constitué des pages qui ont déjà été tournées. Le présent est la page que nous lisons en ce moment. Le futur est constitué des pages qui n'ont pas encore été écrites. Cette vision est ce que les philosophes appellent le présentisme. Seul le présent est réel. Le passé ne l'est plus. Le futur ne l'est pas encore. Mais la relativité nous force vers une conclusion différente. Si deux observateurs en mouvement relatif ne s'accordent pas sur ce qui est simultané, si votre maintenant n'est pas mon maintenant, alors il n'y a pas de page unique du livre qui puisse être identifiée comme le présent universel. Il n'y a pas de curseur qui avance page par page à travers le livre. Toutes les pages existent, le livre entier est là, complet, de la première à la dernière page. C'est l'éternalisme. Le passé, le présent et le futur sont tous également réels. L'univers est un bloc quadridimensionnel, figé, immobile, éternel. Le temps ne coule pas à travers cet univers. Le temps est une dimension de cet univers, au même titre que les 3 dimensions spatiales. Pour rendre cette idée plus concrète, les physiciens utilisent souvent l'analogie de la miche de pain. Imaginez l'univers entier, toute son histoire, comme une miche de pain. Chaque tranche de la miche représente un moment dans le temps, un instantané de tout l'univers à un instant donné. Si vous êtes immobile, vous découpez la miche perpendiculairement à l'axe du temps. Votre tranche, votre maintenant, est une surface plate. Mais si vous êtes en mouvement par rapport à moi,
vous découpez la miche selon un angle différent. Votre tranche est inclinée par rapport à la mienne. Ce que vous considérez comme votre présent inclut des événements qui sont dans mon passé et des événements qui sont dans mon futur. Et les deux tranches sont également valides. Il n'y a pas de bonne manière de découper la miche. Il n'y a pas de présent objectif. Mais attendez, pourriez-vous dire. D'accord, les tranches sont différentes, mais peut-être que seules certaines tranches sont réelles. Peut-être que le présent est simplement différent pour différents observateurs, mais seul le présent de chaque observateur est réel. Malheureusement, cette idée ne fonctionne pas non plus. Et c'est ici qu'intervient un argument logique dévastateur, connu sous le nom d'argument de Reerdijk-Putnam, développé indépendamment par le physicien néerlandais C.W. Reerdijk en 1966 et le philosophe américain Hilary Putnam la même année. L'argument est le suivant. Considérons 3 personnes, Alice, Bob et Charlie. Alice est sur Terre. Bob se déplace à grande vitesse vers une galaxie lointaine. Charlie est dans cette galaxie lointaine. En raison de la relativité de la simultanéité, le maintenant d'Alice peut inclure un événement 2 sur la galaxie lointaine, qui n'a pas encore eu lieu dans le maintenant de Bob. Pour Alice, E est présent et donc réel, mais pour Bob, E est dans le futur et donc, si le présentisme est vrai, pas encore réel. Maintenant, prenons le maintenant de Bob. Il peut inclure un événement F sur Terre qui est dans le futur d'Alice. Pour Bob, F est réel. Pour Alice, F n'est pas encore réel. Mais voici le coup fatal. Si nous acceptons que le réel est symétrique, c'est-à-dire que si un événement est réel par rapport à un observateur et que cet observateur est réel par rapport à un autre, alors l'événement doit aussi être réel par rapport à cet autre observateur. Alors nous sommes forcés de conclure que tous les événements, passés, présents et futurs, sont également réels. Le présentisme s'effondre. L'éternalisme est la seule option cohérente avec la relativité. Et si cela ne vous convainc pas, laissez-moi vous présenter le paradoxe d'Andromède, une illustration encore plus saisissante de ce problème. Imaginez 2 personnes marchant dans la rue. L'une marche vers la galaxie d'Andromède et l'autre marche dans la direction opposée. Leur vitesse relative est minuscule, quelques kilomètres à l'heure. Mais la galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Et en raison de la relativité de la simultanéité, cette petite différence de vitesse signifie que leurs maintenant respectifs sur Andromède diffèrent de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Pour la personne qui marche vers Andromède, c'est peut-être un jour où une flotte d'invasion spatiale andromédienne est en train de décoller. Pour la personne qui marche dans l'autre direction, cette flotte n'a peut-être pas encore reçu l'ordre de partir. Les 2 événements sont séparés par des jours, mais les 2 personnes sont au même endroit, au même moment, sur Terre, séparées par quelques pas. Si seul le présent est réel, alors lequel de ces scénarios andromédiens est réel? Les 2 ne peuvent pas être réels si le futur n'existe pas. Mais les 2 observateurs ont des revendications également valides sur ce qui constitue le présent. La seule résolution cohérente est que les 2 scénarios sont réels. Le départ de la flotte ET, la période précédant le départ de la flotte existent tous les 2. Le passé et le futur sont tous les 2 réels. C'est l'univers bloc. L'univers entier, de son début à sa fin, existe comme un objet quadridimensionnel figé. Rien ne bouge dans l'univers bloc. Rien ne change.
Le changement est une illusion créée par notre perspective limitée de conscience qui expérimente la réalité tranche par tranche. Maintenant, je veux prendre un moment pour être honnête avec vous. L'univers bloc est une interprétation de la relativité, pas une déduction directe. La relativité nous dit que l'espace-temps est un tout quadridimensionnel, mais elle ne nous dit pas directement que le passé et le futur sont aussi réels que le présent. Il y a un pas philosophique à franchir pour passer des équations à l'interprétation. Cependant, c'est un pas que de nombreux physiciens et philosophes de la physique considèrent comme le plus naturel et le plus cohérent. Et les arguments logiques comme celui de Friedrich Putnam rendent très difficile de maintenir le présentisme dans le cadre de la relativité. Explorons maintenant les mathématiques qui sous-tendent cette vision, non pas avec des équations complexes, mais avec des concepts que nous pouvons visualiser. Dans l'espace-temps de Minkowski, chaque événement est un point quadridimensionnel. Votre vie entière est une courbe dans cet espace-temps, votre ligne d'univers, qui s'étend de votre naissance à votre mort. Cette courbe est un objet géométrique statique. Elle ne se dessine pas progressivement. Elle existe dans sa totalité, comme la forme d'une montagne existe dans sa totalité, même si vous ne pouvez voir qu'un pan à la fois. Un concept crucial est celui du cône de lumière. En chaque point de l'espace-temps, il y a un cône qui s'étend vers le futur et un cône qui s'étend vers le passé. Le cône de lumière futur contient tous les événements qui peuvent être causalement influencés par l'événement en question, c'est-à-dire tous les événements qu'un signal lumineux pourrait atteindre. Le cône de lumière passé contient tous les événements qui auraient pu influencer causalement l'événement en question. Les événements en dehors de ces deux cônes sont dans ce qu'on appelle l'ailleurs spatio-temporel. Ce sont des événements qui ne peuvent ni influencer ni être influencés par l'événement central. Et c'est précisément pour les événements dans cet ailleurs que la notion de simultanéité est relative. Certains observateurs les voient comme passés, d'autres comme futurs, d'autres comme présents. Les physiciens utilisent des diagrammes d'espace-temps pour visualiser tout cela. Dans ces diagrammes, l'axe vertical représente le temps et les axes horizontaux représentent l'espace. Les lignes d'univers des objets sont des courbes dans ce diagramme. Les cônes de lumière sont des lignes à 45 degrés. Et la relativité de la simultanéité se voit clairement comme le fait que différents observateurs découpent le diagramme en tranches selon des angles différents. Et puis, il y a l'équation de Wheeler-DeWitt que j'ai mentionnée au début de cette vidéo. Cette équation est la tentative la plus connue de combiner la relativité générale et la mécanique quantique pour obtenir une équation qui décrit l'univers dans son ensemble. Et la caractéristique la plus frappante de cette équation est qu'elle ne contient pas de variable temporelle. Le temps a tout simplement disparu. L'équation décrit un état statique intemporel de l'univers. John Wheeler, l'un des physiciens les plus influents du XXe siècle, celui-là même qui a inventé le terme « trou noir », a résumé cette situation de manière mémorable. Il a dit que nous vivons dans un univers où le temps n'est pas un concept fondamental, où le temps émerge de quelque chose de plus profond. La réalité, à son niveau le plus fondamental, pourrait être intemporelle. Alors, que pensent les physiciens modernes de tout cela? La réponse est fascinante, car il n'y a pas de consensus. Le débat est vivant, passionné et profondément divisé. Brian Greene, professeur de physique à l'Université Columbia,
et auteur de best-sellers scientifiques, est un défenseur éloquent de l'univers bloc. Il a écrit que le passé, le présent et le futur existent tous sur un pied d'égalité. Il compare notre expérience du temps à un projecteur qui éclaire successivement les pages d'un livre. Le livre entier existe, mais le projecteur crée l'illusion que seule la page éclairée est réelle. Sean Carroll, physicien au California Institute of Technology, explore l'idée que le temps est une propriété émergente, quelque chose qui apparaît à grande échelle mais qui n'existe pas au niveau fondamental, un peu comme la température. La température est une propriété macroscopique de la matière. Les molécules individuelles n'ont pas de température. De même, le temps pourrait être une propriété macroscopique de l'univers, qui n'existe pas au niveau le plus fondamental. Carlo Rovelli, physicien théoricien italien et l'un des fondateurs de la gravité quantique à boucle, va encore plus loin. Il a littéralement intitulé l'un de ses livres « L'ordre du temps » et sa conclusion centrale est que le temps, tel que nous le comprenons intuitivement, n'existe pas. Pour Rovelli, le temps est une approximation, une simplification que nos cerveaux utilisent pour naviguer dans un monde dont la réalité fondamentale est faite de relations et d'événements, sans aucune flèche temporelle intrinsèque. Julian Barbour, physicien britannique, a poussé cette idée à son extrême dans son livre « La fin du temps ». Pour Barbour, la réalité est constituée d'une collection de « maintenant » des configurations instantanées de l'univers qui existent sans aucune connexion temporelle entre eux. Le changement, le mouvement, le flux du temps, tout cela est une illusion créée par les corrélations entre ces maintenant. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Lee Smolin, physicien au Perimeter Institute au Canada, est peut-être le dissident le plus vocal. Dans son livre « La Renaissance du temps », Smolin défend passionnément l'idée que le temps est réel, fondamental, et que c'est en fait la chose la plus réelle qui existe. Pour Smolin, le problème n'est pas que le temps n'existe pas, mais que nos théories physiques sont incomplètes. Il argue que les lois de la physique elles-mêmes évoluent dans le temps, ce qui implique que le temps est plus fondamental que les lois. C'est une idée radicale qui va à contre-courant de l'orthodoxie physique et elle, ses partisans et ses détracteurs. Kip Thorne, prix Nobel de physique pour la détection des ondes gravitationnelles et consultant scientifique pour le film Interstellar, maintient une position plus nuancée. Pour Thorne, la relativité nous montre clairement que le temps est flexible, relatif et géométrique. Mais il est plus prudent quant aux conclusions philosophiques à en tirer. La physique nous dit comment le temps se comporte. La question de savoir si le temps coule réellement ou si tout existe simultanément est peut-être une question à laquelle la physique seule ne peut pas répondre. Si vous trouvez cette discussion aussi fascinante que moi, alors je vous en prie, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Croyez-vous que le futur existe déjà? Croyez-vous que le passé est toujours là, quelque part? Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, parce que nous allons maintenant plonger dans la partie la plus mystérieuse de cette histoire. Nous allons parler de pourquoi, si le temps ne coule pas, nous avons l'impression qu'il coule. Nous allons parler de la flèche du temps. C'est ici que le mystère s'approfondit, parce que même si nous acceptons que l'univers est un bloc quadridimensionnel figé, même si nous acceptons que le passé et le futur sont aussi réels que le présent, nous devons encore expliquer quelque chose de fondamental. Pourquoi le temps semble-t-il avoir une direction?
Pourquoi le passé est-il différent du futur? Pourquoi nous souvenons-nous d'hier, mais pas de demain? Pourquoi un œuf peut-il se casser, mais ne peut-il pas se reconstituer? Pourquoi un glaçon fond-il dans un verre d'eau chaude, mais l'eau chaude ne gèle-t-elle pas spontanément pour reformer le glaçon? Si les lois de la physique ne font pas de distinction entre le passé et le futur, d'où vient cette asymétrie temporelle que nous observons partout? Commençons par un fait remarquable et souvent sous-estimé. Les lois fondamentales de la physique sont pratiquement toutes réversibles dans le temps. Prenez l'équation de Newton pour la gravité. Si vous filmez une balle lancée en l'air, qui monte, ralentit, s'arrête et retombe, et que vous passez le film à l'envers, vous verrez une balle qui est lancée en l'air, monte, ralentit, s'arrête et retombe. Les deux films sont parfaitement cohérents avec les lois de Newton. Vous ne pourriez pas distinguer le film normal du film inversé en vous basant uniquement sur les lois de la physique. La même chose est vraie pour les lois de l'électromagnétisme de Maxwell, pour l'équation de Schrödinger en mécanique quantique et même pour la relativité générale d'Einstein. Toutes ces lois fonctionnent aussi bien en avançant dans le temps qu'en reculant. Et pourtant, dans notre expérience quotidienne, le temps a une direction claire et irréversible. Les œufs se cassent mais ne se recollent pas. Le café chaud refroidit, mais le café froid ne se réchauffe pas spontanément. Les gens vieillissent, mais ne rajeunissent pas. Les étoiles brûlent leur carburant, mais ne le recréent pas. Partout dans l'univers, les processus semblent aller dans une seule direction. C'est ce que les physiciens appellent la flèche du temps. Et il n'y a pas qu'une seule flèche du temps. Il y en a plusieurs. Et leur relation les unes avec les autres est elle-même un sujet de débat intense. La première, et la plus fondamentale, est la flèche thermodynamique. C'est la flèche qui pointe dans la direction de l'augmentation de l'entropie, le degré de désordre, ou, plus précisément, le nombre d'arrangements microscopiques possibles compatibles avec un état macroscopique donné. La deuxième est la flèche cosmologique, le fait que l'univers est en expansion plutôt qu'en contraction. La troisième est la flèche psychologique, le fait que nous nous souvenons du passé mais pas du futur. La quatrième est la flèche radiative, le fait que les ondes se propagent vers l'extérieur à partir de leur source plutôt que vers l'intérieur. Et la cinquième est la flèche quantique, liée au processus irréversible dans la mécanique quantique, comme l'effondrement de la fonction d'onde. La plupart des physiciens pensent que toutes ces flèches sont en fait des manifestations d'une seule flèche fondamentale, la flèche thermodynamique, la flèche de l'entropie. Et c'est ici que nous devons parler de Ludwig Boltzmann, l'un des génies les plus tragiques de l'histoire de la physique. Boltzmann était un physicien autrichien de la fin du XIXe siècle. Il a été l'un des pionniers de la mécanique statistique, la branche de la physique qui explique les propriétés macroscopiques de la matière, comme la température et la pression, en termes du comportement collectif de milliards de particules microscopiques. Et c'est Boltzmann qui a donné une signification précise au concept d'entropie. L'entropie, dans sa formulation la plus profonde, est une mesure du nombre de microstats, c'est-à-dire d'arrangements microscopiques des particules, qui correspondent à un même macrostat, c'est-à-dire à un même état macroscopique observable. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous avez un jeu de cartes, un jeu parfaitement trié, avec les cartes dans l'ordre, de l'as au roi, dans chaque couleur, à une entropie très basse. Il n'y a qu'une seule façon de trier les cartes
dans cet ordre précis. C'est un microstat unique qui correspond au macrostat, un jeu parfaitement trié. Mais un jeu mélangé aléatoirement a une entropie très élevée. Il y a un nombre astronomique de façons différentes de mélanger les cartes qui donnent toutes le même macrostat, un jeu mélangé. Maintenant, imaginez que vous prenez un jeu parfaitement trié et que vous le mélangez à l'aveugle. Après chaque mélange, le jeu est-il plus ou moins ordonné? La réponse est presque certainement plus désordonné. Pas parce qu'il y a une loi mystérieuse qui impose le désordre, mais simplement parce qu'il y a tellement plus de façons d'être désordonné que d'être ordonné. C'est une question de probabilité pure. Si vous mélangez les cartes à l'aveugle des milliards de fois, vous n'obtiendrez pratiquement jamais un jeu parfaitement trié, tout simplement parce que la probabilité est astronomiquement faible. C'est exactement ce que fait l'entropie dans l'univers. L'entropie augmente non pas parce qu'une loi mystérieuse l'exige, mais parce qu'il est statistiquement écrasant que les systèmes évoluent vers des états de plus grande entropie. Il y a tellement plus de façons d'être dans un état de haute entropie que dans un état de basse entropie que l'évolution vers la haute entropie est pratiquement inévitable. Un œuf est un état de basse entropie. Les molécules sont organisées en une structure complexe. Un œuf cassé est un état de haute entropie. Les molécules sont réparties de manière plus désordonnée. Il y a énormément plus de façons de répartir les molécules d'un œuf de manière désordonnée que de manière à former un œuf intact. Donc, lorsque vous cassez un œuf, vous passez d'un état rare à un état commun. Et le processus inverse, passer d'un état commun à un état rare, est si improbable qu'il ne se produit jamais en pratique. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie d'un système isolé ne diminue jamais. Elle augmente ou reste constante. Et c'est cette loi qui donne au temps sa direction. Le passé est la direction de l'entropie plus basse. Le futur est la direction de l'entropie plus haute. L'œuf était intact dans le passé et cassé dans le futur, et non l'inverse, parce que l'entropie augmente dans la direction que nous appelons le futur. Mais voici la question cruciale, la question qui a tourmenté Boltzmann et qui tourmente encore les physiciens. Aujourd'hui, pourquoi l'entropie était-elle si basse dans le passé? Si l'augmentation de l'entropie est simplement une question de probabilité, et si les états de haute entropie sont écrasamment plus probables que les états de basse entropie, alors pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état d'entropie extraordinairement basse? Le Big Bang, le début de l'univers tel que nous le connaissons, était un état d'une entropie incroyablement, presque incompréhensiblement basse. Toute la matière et toute l'énergie de l'univers étaient concentrées dans un volume infiniment petit, dans un état d'une uniformité remarquable. C'est cet état initial de basse entropie qui a permis à l'entropie d'augmenter pendant les 13 milliards 800 millions d'années qui ont suivi, donnant naissance à toute la complexité que nous observons dans l'univers, les étoiles, les galaxies, les planètes, la vie, la conscience. Le physicien Roger Penrose a calculé la probabilité que l'univers commence dans un état d'entropie aussi basse que celui du Big Bang. Le résultat est un nombre si petit qu'il défie toute compréhension. C'est 1 sur 10 à la puissance 10 à la puissance 123. Pour mettre cela en perspective, le nombre total de particules dans l'univers observable est d'environ 10 à la puissance 80. Le nombre de Penrose
est tellement plus grand que ce nombre que la comparaison est absurde. C'est comme comparer un grain de sable à l'univers entier, sauf que la différence est infiniment plus grande que cela. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si spécial, si improbable? C'est ce que les physiciens appellent l'hypothèse du passé, ou past hypothesis. C'est l'idée que l'univers a commencé dans un état de très basse entropie et que cette condition initiale est la raison fondamentale pour laquelle le temps a une direction. L'entropie augmente parce qu'elle avait de la marge pour augmenter. Si l'univers avait commencé dans un état de haute entropie, un état d'équilibre thermodynamique, rien ne se serait jamais passé. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, pas de vie. Juste une soupe uniforme et tiède pour l'éternité. Mais l'hypothèse du passé ne répond pas à la question de pourquoi l'entropie initiale était si basse. Elle ne fait que déplacer le mystère. Et c'est un mystère que personne n'a encore résolu. Certains physiciens pensent que la réponse se trouve dans une théorie de la gravité quantique que nous n'avons pas encore développée. D'autres pensent qu'elle pourrait être liée au multivers. L'idée que notre univers n'est qu'un parmi un nombre infini d'univers et que nous nous trouvons naturellement dans un univers à basse entropie initiale parce que ce sont les seuls univers dans lesquels des observateurs peuvent exister. D'autres encore pensent que la question elle-même est mal posée, que le temps pourrait ne pas avoir de début et que l'hypothèse du passé pourrait être une conséquence d'une structure plus profonde de la réalité. Mais revenons à notre thème principal. Si l'univers est un bloc quadridimensionnel, si le passé et le futur existent tous les deux, alors l'entropie n'augmente pas au fil du temps. Le bloc a simplement un gradient d'entropie. Il est de basse entropie à une extrémité et de haute entropie à l'autre extrémité. Et nous, les êtres conscients, sommes orientés le long de ce gradient de telle sorte que nous appelons la direction de l'entropie basse, le passé, et la direction de l'entropie haute, le futur. L'entropie ne cause pas le passage du temps. La flèche du temps n'est pas un mouvement. C'est une structure géométrique du bloc. Et cela nous amène à la question la plus personnelle et la plus profonde de toutes. Pourquoi avons-nous l'impression que le temps coule? Pourquoi avons-nous des souvenirs du passé, mais pas du futur? Pourquoi la conscience semble-t-elle surfer sur une vague du présent qui avance inexorablement vers le futur? La réponse, selon de nombreux physiciens et neuroscientifiques, est que la mémoire est intimement liée à l'entropie. La formation de souvenirs est un processus qui augmente l'entropie. Quand vous créez un souvenir, votre cerveau modifie des connexions synaptiques, ce qui est un processus irréversible qui produit de la chaleur, c'est-à-dire de l'entropie. Les traces du passé, les souvenirs, les enregistrements, les fossiles, les ruines, tout cela existe parce que le passé a laissé des empreintes dans le présent via des processus qui ont augmenté l'entropie. Le futur, en revanche, ne laisse pas de traces dans le présent parce que cela nécessiterait une diminution de l'entropie, ce qui est statistiquement presque impossible. Autrement dit, nous nous souvenons du passé parce que le passé est la direction de l'entropie basse. Les processus qui créent des corrélations, des enregistrements, des traces, des souvenirs, sont des processus qui augmentent l'entropie. Et ces processus ne fonctionnent que dans une direction, de l'entropie basse vers l'entropie haute. C'est pourquoi nous ne nous souvenons pas du futur. Ce n'est pas parce que le futur n'existe pas. C'est parce que les processus de formation de la mémoire
ne peuvent fonctionner que dans la direction de l'entropie croissante. Dans l'univers bloc, chaque tranche temporelle de votre cerveau contient un ensemble de souvenirs qui correspondent à toutes les tranches précédentes, c'est-à-dire aux tranches de moindre entropie de chaque version de vous à chaque instant de votre vie, croit être dans le présent, croit que le temps coule, croit que le passé est révolu et que le futur est ouvert. Mais toutes ces versions existent simultanément dans le bloc. L'illusion du flux temporel est une propriété locale de chaque tranche, pas une propriété globale de l'univers. C'est une idée profondément déstabilisante. Le neuroscientifique et philosophe Daniel Dennett a développé ce qu'il appelle le modèle des multiples ébauches de la conscience. Selon ce modèle, notre cerveau ne produit pas un flux unique et continu de conscience. Au lieu de cela, il produit de multiples narrations parallèles qui sont constamment éditées, révisées et compilées. Ce que nous expérimentons comme le flux continu du temps est en réalité une construction narrative de notre cerveau, un peu comme un film est une construction à partir d'images fixes, projetées rapidement. Et les expériences de Benjamin Libet dans les années 1980 ont ajouté une couche supplémentaire de mystère. Libet a montré que lorsque vous prenez une décision consciente, comme celle de bouger votre doigt, votre cerveau commence à préparer le mouvement environ une demi-seconde avant que vous ne soyez conscient d'avoir pris la décision. Autrement dit, la décision est prise inconsciemment avant que votre conscience ne la ratifie. Votre sentiment de prendre une décision dans le présent est en retard sur la réalité neuronale. Ce résultat troublant suggère que notre expérience consciente du présent est une reconstruction après coup, pas une perception directe de ce qui se passe maintenant. Des études plus récentes en neurosciences ont confirmé et approfondi ces résultats. En 2008, des chercheurs utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré qu'ils pouvaient prédire les décisions des sujets jusqu'à 10 secondes avant que les sujets ne soient conscients d'avoir pris ces décisions. 10 secondes. C'est une éternité en termes neurologiques. Et cela soulève une question vertigineuse. Si nos décisions sont prises avant que nous en soyons conscients, et si notre expérience du présent est une reconstruction après coup, alors peut-être que l'expérience du flux temporel est elle aussi une reconstruction, une histoire que notre cerveau se raconte pour donner un sens à un univers qui, fondamentalement, ne coule pas. Pensez-y un instant. Chaque soir, quand vous vous endormez, votre expérience du temps s'arrête. Vous perdez conscience. Des heures passent sans que vous ne les expérimentiez. Et pourtant, quand vous vous réveillez, vous avez l'impression que votre conscience a simplement sauté du moment de l'endormissement au moment du réveil. Pendant le sommeil profond, pour vous, le temps n'existe pas. Cela ne prouve-t-il pas que votre expérience du temps est quelque chose que votre cerveau construit, pas quelque chose qui existe objectivement? Et il y a des cas encore plus troublants. Les patients sous anesthésie générale ne forment aucun souvenir de la période d'anesthésie. Pour eux, le temps entre l'injection et le réveil n'a tout simplement pas existé. Des heures de temps objectif se sont écoulées, mais subjectivement, elles n'ont pas eu lieu. Et dans certaines conditions neurologiques, comme le syndrome de Korsakoff, les patients perdent la capacité de former de nouveaux souvenirs. Pour eux, le temps est perpétuellement le présent. Ils ne se souviennent pas de ce qui s'est passé il y a 5 minutes.
Le flux du temps pour ces patients est brisé. Et pourtant, l'univers continue de fonctionner normalement autour d'eux. Le temps ne coule pas pour eux, mais le monde ne s'arrête pas pour autant. Tout cela suggère fortement que notre expérience du flux temporel est une construction de notre cerveau, pas une propriété fondamentale de la réalité. Et cette conclusion est parfaitement cohérente avec l'univers bloc. Dans l'univers bloc, chaque instant de votre vie existe. Chaque version de vous est là, figée dans l'espace-temps. Et chaque version de vous a l'impression d'être dans le présent, d'expérimenter le flux du temps, parce que chaque version possède des souvenirs des versions précédentes et pas des versions suivantes. Maintenant, je dois vous poser une question. Si tout cela est vrai, si le passé, le présent et le futur existent tous simultanément, si votre expérience du flux temporel est une illusion, alors qu'en est-il du libre arbitre? Avez-vous vraiment le choix de continuer à regarder cette vidéo ou votre décision est-elle déjà inscrite dans le bloc? C'est peut-être la question la plus profonde et la plus troublante que l'univers bloc soulève. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, parce que nous allons explorer cette question en profondeur un peu plus tard. Mais d'abord, nous devons parler de quelque chose qui complique encore davantage cette histoire. Nous devons parler de la mécanique quantique. La mécanique quantique est l'autre grand pilier de la physique moderne. Si la relativité règne sur le monde de l'infiniment grand, des étoiles, des galaxies et de la courbure de l'espace-temps, la mécanique quantique règne sur le monde de l'infiniment petit, des atomes, des électrons et des photons. Et la mécanique quantique a des choses très étranges à dire sur le temps. Le problème fondamental est celui que les physiciens appellent le problème de la mesure. En mécanique quantique, les particules n'ont pas de propriétés définies avant d'être mesurées. Un électron n'est pas à un endroit précis avant que vous ne le regardiez. Il est dans une superposition de tous les endroits possibles, décrite par une fonction d'onde qui donne la probabilité de le trouver à chaque endroit. Quand vous effectuez une mesure, la fonction d'onde s'effondre et l'électron apparaît à un endroit précis. Mais avant la mesure, il n'y avait pas d'endroit précis. C'est le célèbre chat de Schrödinger. Le chat dans la boîte est à la fois vivant et mort jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte. Ce n'est pas que vous ne savez pas s'il est vivant ou mort. C'est qu'il est littéralement dans une superposition des deux états. Et voici le problème pour l'univers bloc. Si le futur existe déjà, si le résultat de chaque mesure quantique est déjà inscrit dans le bloc, alors les événements quantiques ne sont pas vraiment aléatoires. Ils semblent aléatoires parce que nous ne pouvons pas les prédire depuis notre perspective limitée dans une tranche de temps. Mais le résultat est déjà là, dans le futur, attendant d'être découvert. C'est une position connue sous le nom de superdéterminisme, et elle est défendue par certains physiciens, notamment Gerard T. Hooft, lauréat du prix Nobel. Mais beaucoup de physiciens trouvent le superdéterminisme inacceptable. Ils préfèrent des interprétations où le hasard quantique est réel, fondamental, irréductible. Et si le hasard quantique est réel, alors le futur n'est peut-être pas déterminé. Ce qui semble poser un problème pour l'univers bloc. Comment le futur peut-il exister s'il n'est pas encore déterminé? C'est ici qu'intervient l'interprétation des mondes multiples, ou Many Worlds Interpretation, proposée par Hugh Everett III en 1957. Selon cette interprétation, chaque fois qu'une mesure quantique est effectuée,
l'univers se divise en autant de branches qu'il y a de résultats possibles. Dans une branche, le chat est vivant, dans une autre, il est mort. Les deux branches existent, mais les deux résultats se produisent. Il n'y a pas d'effondrement de la fonction d'onde. Il n'y a pas de hasard. Tout se passe. Dans cette vision, l'univers bloc n'est pas un simple bloc. C'est un bloc ramifié, un arbre gigantesque dont chaque branche correspond à une histoire possible de l'univers. Toutes les branches existent, toutes les possibilités sont réalisées. L'univers bloc devient un multivers bloc. C'est une idée vertigineuse. Cela signifie que dans une branche de l'univers, vous avez arrêté de regarder cette vidéo il y a 5 minutes. Dans une autre branche, vous l'avez regardée jusqu'au bout et elle a changé votre vie. Dans une autre branche encore, cette vidéo n'a jamais été réalisée. Toutes ces réalités existent, toutes ces versions de vous existent, non. Le bloc n'est pas une seule histoire figée. C'est toutes les histoires possibles, figées ensemble dans une structure mathématique d'une complexité inimaginable. Mais il y a d'autres interprétations de la mécanique quantique qui ont des implications différentes pour le temps. L'interprétation de Copenhague, l'interprétation orthodoxe, suggère que l'effondrement de la fonction d'onde est un événement réel, irréversible, qui se produit à un moment précis. Si c'est le cas, cela semble nécessiter un vrai maintenant, un vrai flux du temps. L'effondrement de la fonction d'onde semble être un processus qui distingue le passé du futur de manière fondamentale. Avant la mesure, il y avait des possibilités. Après la mesure, il y a un résultat définitif. Ce passage des possibilités aux faits semble être exactement le genre de flux temporal que l'univers bloc nie. Et puis il y a les expériences de choix retardés qui ajoutent une couche supplémentaire de mystère. John Wheeler, encore lui, a proposé une expérience de pensée fascinante. Imaginez un photon qui peut emprunter 2 chemins pour atteindre un détecteur. Si vous placez un écran pour détecter par quel chemin le photon est passé, il se comporte comme une particule et emprunte un seul chemin. Si vous ne placez pas d'écran, il se comporte comme une onde et emprunte les 2 chemins simultanément, créant un motif d'interférence. Jusque-là, c'est la mécanique quantique standard. Mais Wheeler a proposé de prendre la décision de placer ou non l'écran après que le photon a déjà passé le point où les chemins se séparent. La question est la suivante. Le photon, qui a déjà commencé son voyage, va-t-il changer de comportement rétroactivement en fonction d'une décision que vous n'avez pas encore prise? L'expérience a été réalisée et la réponse est oui. La décision prise après le passage du photon semble affecter ce que le photon a fait avant la décision. C'est comme si le futur influençait le passé. C'est ce que certains physiciens appellent la rétrocausalité, l'idée que la causalité ne fonctionne pas uniquement du passé vers le futur, mais aussi du futur vers le passé. Et l'expérience de la gomme quantique ou quantum eraser va encore plus loin. Dans cette expérience, les physiciens créent des paires de photons intriqués. L'un des photons est envoyé à travers une expérience de double fente et l'autre est détecté séparément. Si l'information sur le chemin emprunté par le premier photon est disponible, le motif d'interférence disparaît. Mais si cette information est effacée, le motif d'interférence réapparaît, même si l'effacement se fait après la détection du premier photon. C'est comme si la décision d'effacer ou non l'information prise dans le futur déterminait rétroactivement si le photon avait emprunté un chemin ou les deux. Ces expériences ne violent pas la causalité,
au sens strict, car on ne peut pas les utiliser pour envoyer des informations dans le passé. Mais elles brouillent profondément la distinction entre passé et futur. Elles suggèrent que la relation entre les événements quantiques n'est pas strictement ordonnée dans le temps. Le passé et le futur sont entrelacés de manière que notre vision linéaire du temps ne peut pas capturer. Et tout cela nous amène à la question la plus profonde de la physique contemporaine. Qu'est-ce que le temps au niveau le plus fondamental de la réalité? Pour répondre à cette question, nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique, une théorie qui unifie la relativité générale et la mécanique quantique. Et c'est dans la recherche de cette théorie que le temps semble disparaître le plus complètement. La gravité quantique est le saint graal de la physique théorique. La relativité générale décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps par la matière et l'énergie. La mécanique quantique décrit le comportement des particules à l'échelle subatomique. Les deux théories sont extraordinairement précises dans leurs domaines respectifs, mais elles sont fondamentalement incompatibles l'une avec l'autre. La relativité générale traite l'espace-temps comme un tissu continu et lisse. La mécanique quantique traite tout comme discret et quantifié. Quand vous essayez de combiner les deux, vous obtenez des infinis et des absurdités mathématiques. C'est le problème de la gravité quantique et c'est le problème le plus difficile de la physique. Plusieurs approches concurrentes tentent de résoudre ce problème et presque toutes arrivent à la même conclusion troublante. Le temps n'est pas fondamental. La gravité quantique à boucle, développée principalement par Carlo Rovelli, Lise Mollin et Abhay Ashtekar, propose que l'espace-temps n'est pas continu mais est constitué de grains discrets, des quanta d'espace-temps, un peu comme la matière est constituée d'atomes. Ces grains sont incroyablement petits, de l'ordre de la longueur de Planck, environ 10, à la puissance moins 35 mètres. À cette échelle, les concepts d'espace et de temps tels que nous les connaissons perdent leur signification. Le temps n'est pas un flux continu. C'est une succession de tics discrets, de durée environ égale au temps de Planck, soit 10 à la puissance moins 44 secondes. Mais même cette description est trompeuse, parce que ces tics ne se succèdent pas dans un temps sous-jacent. Ils sont eux-mêmes les constituants du temps. Il n'y a pas de temps en dehors de ces tics. Le temps émerge de la structure discrète de l'espace-temps quantique. La théorie des cordes, l'autre grande approche de la gravité quantique, arrive à des conclusions différentes dans les détails, mais similaires dans l'esprit. La théorie des cordes propose que les constituants fondamentaux de la réalité ne sont pas des particules ponctuelles, mais des cordes vibrantes minuscules. Ces cordes vibrent dans un espace à 10 ou 11 dimensions, dont 6 ou 7 sont compactifiées, enroulées sur elles-mêmes à des échelles trop petites pour être détectées. Dans certaines formulations de la théorie des cordes, notamment dans le contexte de la correspondance ADS/CFT, une théorie de la gravité dans un espace-temps courbé est exactement équivalente à une théorie quantique sans gravité définie sur la frontière de cet espace-temps. Et dans la théorie sur la frontière, le temps peut jouer un rôle très différent de celui que nous lui attribuons dans notre expérience quotidienne. La théorie des ensembles causaux, ou Causal Set Theory, propose une approche encore plus radicale. Selon cette théorie, l'espace-temps est fondamentalement constitué d'événements discrets reliés par des relations causales. L'espace et le temps ne sont pas des structures fondamentales. Ce qui est fondamental, ce sont les événements
et les relations de cause à effet entre eux. Le temps émerge de l'ordre causal. C'est l'ordre dans lequel les événements se causent mutuellement, qui crée ce que nous appelons le temps. Mais cet ordre n'est pas un flux. C'est une structure, un réseau, un graphe. Et nous revenons à l'équation de Wheeler-DeWitt, cette équation fondamentale de la gravité quantique canonique qui ne contient pas de variable temporelle. Cette équation dit que l'état quantique de l'univers entier ne change pas dans le temps. L'univers est dans un état quantique stationnaire. Il ne bouge pas, il n'évolue pas, il est. Si cette équation est correcte, et beaucoup de physiciens pensent qu'elle capture quelque chose de profond sur la nature de la réalité, alors le temps n'existe tout simplement pas au niveau le plus fondamental. Le temps est une illusion qui émerge à des échelles macroscopiques, un peu comme la température est une propriété macroscopique qui n'existe pas au niveau des particules individuelles. C'est là qu'intervient une idée fascinante proposée par les physiciens Alain Connet et Carlo Rovelli, l'hypothèse du temps thermique. Selon cette hypothèse, le temps n'est pas une propriété fondamentale de l'univers. Il émerge de notre ignorance de l'état microscopique du système. Pensez-y de cette façon. Quand vous regardez un gaz dans une boîte, vous ne connaissez pas la position et la vitesse exacte de chaque molécule. Vous connaissez seulement des propriétés macroscopiques comme la température et la pression. Cette ignorance, cette information manquante, définit ce que les physiciens appellent un état thermique. Et Kohn et Rovelli ont montré que tout état thermique définit naturellement un flux temporel. Le temps est le paramètre qui décrit comment nos connaissances incomplètes du système évoluent. Si nous connaissions l'état microscopique exact de l'univers, le temps disparaîtrait. Nous verrions le bloc, la totalité de la réalité, figée, intemporelle, éternelle. C'est parce que nous ne voyons qu'une image floue, macroscopique, approximative de la réalité que nous expérimentons le temps. Le temps est le prix de notre ignorance. C'est une idée d'une élégance extraordinaire. Elle relie la thermodynamique, la relativité, la mécanique quantique et la gravité quantique dans un cadre cohérent. Elle explique pourquoi le temps a une direction, pourquoi nous nous souvenons du passé mais pas du futur, et pourquoi notre expérience du temps est si différente de ce que les équations fondamentales décrivent. Tout cela est une conséquence de notre perspective limitée, de notre ignorance partielle de l'état réel de l'univers. L'analogie avec la température est particulièrement éclairante. Imaginez que vous êtes une molécule dans un gaz. Vous rebondissez sur d'autres molécules. Vous échangez de l'énergie. Mais vous n'avez pas de température. La température est une propriété du gaz dans son ensemble, pas d'une molécule individuelle. Elle émerge de la statistique de milliards de molécules. De même, peut-être que le temps est une propriété de l'univers macroscopique, pas d'une particule individuelle ou d'un événement quantique individuel. Le temps émerge de la statistique de milliards d'événements quantiques. Maintenant, parlons des preuves expérimentales. Parce que tout cela pourrait sembler très théorique, très abstrait, très éloigné de la réalité quotidienne. Mais ce n'est pas le cas. Les prédictions de la relativité sur le temps ont été vérifiées encore et encore, avec une précision de plus en plus grande, et les résultats sont toujours cohérents avec la vision de l'espace-temps comme un bloc quadridimensionnel. Nous avons déjà mentionné l'expérience de Häfele-Keating avec les horloges atomiques volantes, le système GPS, l'expérience de Pound-Repka
et les horloges optiques du NIST, mais il y a beaucoup d'autres preuves. Les accélérateurs de particules fournissent une confirmation quotidienne de la dilatation du temps. Au CERN, à Genève, des particules sont accélérées à des vitesses proches de celles de la lumière. Les pions, par exemple, sont des particules instables avec une durée de vie d'environ 26 nanosecondes au repos. Mais quand ils sont accélérés à 99,98% de la vitesse de la lumière, leur durée de vie observée dans le laboratoire est environ 30 fois plus longue. Le temps ralentit pour les pions rapides, exactement comme le prédit la relativité. LIGO, le Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, a fourni peut-être la confirmation la plus spectaculaire de la vision einsteinienne de l'espace-temps. En septembre 2015, LIGO a détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu même de l'espace-temps, produites par la fusion de deux trous noirs à 1,3 milliard d'années-lumière de la Terre. Ces ondulations ont étiré et comprimé l'espace-temps sur Terre d'une quantité infime, environ 1/1000 du diamètre d'un proton. Mais les détecteurs de LIGO étaient suffisamment sensibles pour les mesurer. Cette détection a confirmé non seulement l'existence des ondes gravitationnelles, prédites par Einstein 100 ans plus tôt, mais aussi la nature dynamique de l'espace-temps lui-même. L'espace-temps n'est pas un décor passif, c'est une entité physique qui peut se déformer, vibrer et onduler. Et l'intrication quantique, ce phénomène qu'Einstein appelait avec dédain l'action fantôme à distance, fournit des indices fascinants sur la nature du temps. Quand deux particules sont intriquées, mesurer l'une affecte instantanément l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce n'est pas une communication plus rapide que la lumière, car on ne peut pas utiliser l'intrication pour envoyer de l'information. Mais c'est une corrélation qui transcende l'espace et, potentiellement, le temps. Des expériences récentes ont montré que l'intrication peut fonctionner non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Deux particules qui n'existent jamais au même moment peuvent néanmoins être intriquées. C'est ce qu'on appelle l'intrication temporelle. Et cela suggère que la distinction entre espace et temps est encore plus floue que ce que la relativité classique nous dit. Il y a aussi le mécanisme de Page-Wouters, une idée proposée en 1983 par Don Page et William Wouters, qui a été récemment vérifiée expérimentalement. L'idée est la suivante. Imaginez un univers décrit par l'équation de Wheeler-DeWitt, un univers intemporel. Comment le temps peut-il émerger d'un tel univers? Page et Wouters ont montré que si l'on considère deux sous-systèmes intriqués de cet univers, l'un des sous-systèmes peut servir d'horloge pour l'autre. Du point de vue de l'univers entier, rien ne change. L'état quantique global est statique. Mais du point de vue de l'un des sous-systèmes, l'autre sous-système semble évoluer dans le temps. Le temps émerge de l'intrication entre les parties d'un univers fondamentalement intemporel. En 2017, une équipe de l'Université de Florence a réalisé une version à petite échelle de cette expérience et a confirmé que le mécanisme fonctionne comme prévu. Le temps peut émerger de l'intrication quantique. Et puis, il y a les cristaux temporels, une nouvelle forme de matière découverte en 2016-17. Un cristal ordinaire est un arrangement périodique d'atomes dans l'espace, comme les atomes de sel disposés en un réseau cubique régulier. Un cristal temporel est un arrangement périodique dans le temps, un système qui oscille périodiquement sans consommer d'énergie.
C'est comme une horloge qui ne s'arrête jamais, même dans son état d'énergie le plus bas. Les cristaux temporels brisent la symétrie temporelle de la même manière que les cristaux ordinaires brisent la symétrie spatiale. Leur existence suggère que le temps, comme l'espace, peut avoir une structure cristalline, une structure qui émerge spontanément des lois de la physique quantique. Parlons maintenant des expériences que nous ne pouvons pas encore réaliser, mais que nous aimerions pouvoir faire. Peut-on tester directement si l'univers est un bloc? Peut-on vérifier expérimentalement si le futur existe déjà? C'est extrêmement difficile parce que la question est en grande partie métaphysique. Les prédictions observables de la relativité sont les mêmes que l'on adopte l'interprétation de l'univers bloc ou une autre interprétation. La physique nous dit comment le temps se comporte, pas ce qu'il est.